Bien, bonjour, je m'appelle Paul Jacquin, je suis pédiatre, médecin d'adolescents. Et c'est à ce titre-là que je parle, c'est-à-dire avec l'expérience d'un médecin d'adolescents qui suit des adolescents de 13 à 20 ans qui vivent avec une maladie chronique, pas seulement rhumatismale ou inflammatoire, mais toutes sortes de maladies chroniques. Et c'est à partir de cette expérience-là que j'aborde ce sujet qui me paraît tout à fait central, c'est celui de la sexualité chez les adolescents vivant avec une maladie chronique. Le préambule, c'est que ce que je vais dire sur l'approche de la sexualité chez les adolescents malades chroniques est fort heureusement très peu différent suivant qu'il y ait une maladie ou qu'il n'y ait pas une maladie. Et c'est tout ce qui va se jouer entre l'individu, sa maturation et son environnement. La sexualité, c'est une dimension fondamentale de l'être humain, c'est indissociable de la nature humaine, c'est ce moyen d'assurer sa continuité, de se reproduire. Et c'est un domaine extrêmement central à tout âge de la vie, mais en particulier à l'adolescence, on va y revenir tout de suite. C'est un sujet qui est absolument externalisé partout, on en parle, tout le monde parle de sexe, de sexualité. Ça a commencé par les affiches et les magazines, et maintenant c'est en illimité sur Internet et les réseaux sociaux, et comment on se débrouille avec tout ça. C'est un sujet, notamment chez l'adolescent, qui suscite beaucoup de projections. La société craint pour les jeunes qui sont baignés dans la sexualité trop tôt, et en même temps rêve d'être libres comme les jeunes qui auraient accès à une sexualité débridée, et en même temps ils sont en danger surtout. Donc on mélange beaucoup de fantasmes et de réalités, il y a beaucoup de projections. Une réalité qui est incontournable et avec laquelle il faut faire, c'est effectivement l'accès au porno, qui a considérablement augmenté ces 20 dernières années, et ce qui fait que 80 à 90% des enfants de 12 ans ont déjà vu des images pornographiques, et un tiers des 14 ans y retournent plusieurs fois par an. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Cet usage massif du porno concerne surtout les adultes, et finalement ça ne modifie pas beaucoup les pratiques sexuelles des adolescents, mais on pourra y revenir. La sexualité à l'adolescence, ça n'est qu'un élément de la sexualisation. La sexualisation, c'est l'ensemble des transformations à la fois physiques, la puberté, le corps qui change, psychique, et affective et relationnelle. Et l'adolescence, c'est défini par la sexualisation, l'individuation, c'est-à-dire devenir soi-même, je ne suis plus seulement fils d'eux ou fille d'eux, mais je deviens moi, et comment ça se construit. Et l'autonomisation, c'est la fameuse quête de liberté des adolescents, mais qui se termine par le fait de quitter le domicile familial. Donc cette sexualisation, c'est ce qui va faire que d'enfants, un peu pas forcément très sexués, on va se retrouver, se sentir devenir un homme ou devenir une femme. Des fois c'est plus compliqué quand il y a des questions de genre qui se posent. C'est non seulement se sentir comme un homme ou comme une femme, mais se sentir vu par les autres également de cette façon. La grande affaire de la sexualisation pour les adolescents, c'est la puberté. C'est la puberté qui va être le starter, le premier signe que guettent beaucoup d'adolescents, les premiers poils, les premiers développements des organes génitaux. Ça intéresse tous les adolescents. Et non seulement ça, mais ce qui les intéresse aussi, c'est la taille, c'est la poussée de croissance, puisqu'on sait qu'à l'adolescence, en même temps que la puberté, va se déclencher une poussée de croissance qui fait qu'on prend 20, 25, 30 cm en quelques années. Ça, chaque adolescent s'interroge sur ce qu'il est. Est-ce que je suis normal? Est-ce que tout se passe chez moi comme chez mes copains? Au même temps, est-ce que plus, moins, est-ce que je suis trop grand, trop petit? Est-ce que mes organes génitaux n'ont pas la bonne taille? Et l'acné des adolescents, qui est considérée comme une maladie chronique grave par 70% des adolescents, c'est-à-dire pas juste quelque chose de cosmétique. Voilà, donc la sexualité, elle va s'ancrer dans ces transformations corporelles et psychiques, et bien sûr que là, les différences qu'il peut y avoir entre un adolescent qui n'a
pas de pathologie du tout et quelqu'un qui a une pathologie chronique, les différences pourront être importantes. Ce qui est sûr, c'est que l'outil, moi je suis médecin, hein, mais l'outil de base, l'examen clinique simple, complet, le poids, la taille, justement le corps, le ventre, les organes génitaux, permet de situer l'adolescent, pour savoir où est-ce qu'il en est, si tout se passe normalement, et est très rassurant pour un adolescent qui s'interroge par rapport, encore une fois, à cette question de la normalité. Hein. À l'adolescence, la première chose qu'un adolescent souhaite, c'est être normal comme les autres. Quand vous lui demandez comment ça va, il va répondre normal comme les autres. La sexualité, bien sûr, ça commence dans le contexte que je viens de décrire, mais ensuite, il va être question de l'acte sexuel. L'acte sexuel, ça commence bien souvent par la masturbation, en tout cas c'est le cas pour 80% des garçons qui découvrent la sexualité, leur propre fonctionnement sexuel par la masturbation. C'est un peu moins, c'est plutôt 50 ou 60% chez les filles. Le porno, incontestablement, la pornographie auquel ont accès tous les adolescents, c'est plus ou moins une initiation, ou en tout cas une représentation complètement faussée, complètement débile et choquante de sexisme. Mais ça va donner des éléments avec lesquels le jeune aura à trier tout ça pour se construire. Et va se poser la question des rapports sexuels. Puisqu'au début, la sexualité, c'est moi tout seul comment ça marche, mais au bout d'un certain temps, se pose la question de l'autre. Pas toujours comme nous, les adultes, on imagine des sentiments amoureux, et puis on réfléchit, et puis on se prépare, et puis on y va. Non, quelquefois, c'est assez clivé. Il y a au contraire les relations affectives et amoureuses d'un côté, les relations sexuelles de l'autre, plus sur un mode passage à l'acte. Bon, je crois qu'il faut être capable d'accompagner les jeunes sur les différentes façons de rentrer dans la sexualité. En tout cas, la question de la première fois, tout le monde se la pose. Est-ce que je vais savoir? Est-ce que je vais faire ce qu'il faut, être à la hauteur? Est-ce que je vais ressentir du plaisir? Est-ce que je vais donner du plaisir à mon partenaire ou à ma partenaire? Avec là un poids très important des normes. Hein. Est-ce que tu l'as fait, tu l'as pas fait, il faut y aller, il faut pas y aller, qui écrase un peu les notions de désir, qui des fois ne sont pas tellement réfléchies. La question du consentement, qui est très importante, avec quand même un côté dominateur du garçon qui va pousser la jeune fille à accepter. La question de l'orientation sexuelle, hein, qui se pose aussi pour une partie des jeunes à ce moment-là. Les premiers rapports sexuels, la question importante, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour moi et mon partenaire ou ma partenaire? Est-ce que c'est pour être à la hauteur? Est-ce que c'est pour être socialement au niveau? Est-ce que c'est contre moi? Il y a aussi un certain nombre de passages à l'acte sexuel qui sont finalement assez dévalorisants, et je pense que ça vaut le coup de s'interroger tout seul et avec son partenaire, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on souhaite faire. J'ai mentionné l'alcool et le cannabis, parce que finalement, un tiers, voire plus, des premiers rapports sexuels ont lieu sous alcool ou sous cannabis. Est-ce que c'est juste une désinhibition ou est-ce que c'est une façon de forcer l'autre? La question est importante et doit vraiment être discutée. C'est seulement après la question du désir, après la question du consentement et celle du plaisir, que j'aborde la question de la prévention des grossesses et des infections sexuellement transmissibles. Je crois que si on commence par le sexe égale danger, c'est pas une bonne façon de faire de la prévention. Par contre, le sexe égale une étape importante dans la vie affective, dans la vie du plaisir, dans les relations, et comment gérer ça de façon autonome, ça veut dire d'être capable de faire une prévention des grossesses. Je crois que c'est important de le poser au bon moment. Je vais me répéter plusieurs fois, cette question de contraception et de prévention des infections sexuellement transmissibles, on en parle souvent trop tard ou de façon partielle, ce qui fait que les jeunes ont peu d'informations ou des bouts d'informations qui ne collent pas. Et dans le cas de la maladie chronique,
encore plus, on s'aperçoit que les jeunes qui sont suivis pour une maladie chronique, ben finalement, on a tellement de choses à faire pour s'occuper de leur maladie que la question de la sexualité, c'est toujours la dernière qu'on oublie. Et la question de la contraception, oulala, c'est compliqué si jamais il y avait des interactions médicamenteuses. Donc finalement, il y a une espèce d'évitement tout à fait dommageable de l'abord du sujet. Et puis derrière la contraception, c'est pouvoir avoir des relations sexuelles sans faire d'enfant. Ben, il y a la question du désir d'enfant. Et la question du désir d'enfant, je crois qu'elle se pose, même à 14, 15 ou 16 ans. C'est pas exceptionnel qu'un adolescent ait déjà dans sa tête que et si moi je veux avoir des enfants, comment ça va se passer, même si c'est pas forcément pour tout de suite. Mais en tout cas, ça pose la question de la contraception aussi peut-être de façon différente. Tout ça, l'émergence des premiers actes sexuels, de la masturbation à la relation à deux, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. Ça va se faire sur un rythme personnel. Les plus précoces commencent vers 12-13 ans, mais souvent dans des conditions qui ne sont pas formidables. Un tiers des 15-16 ans ont déjà eu des relations sexuelles, et la moitié des 17-18 ans, c'est-à-dire en terminale, grosso modo, ont eu leur première relation sexuelle. Ce qui veut dire que la moitié des 17-18 ans n'a pas encore eu ses premières relations sexuelles. Vous voyez, ça fait donc un espace d'expérimentation qui est très très variable et très dépendant de chacun, de sa maturation physique, psychique, de ses attentes aussi philosophiques, religieuses. Voilà. Et l'adolescence, c'est pas un mouvement linéaire, tranquille. Hein. C'est quelque chose qui... c'est des mouvements qui sont des fois très statiques, il y a des périodes d'attente dans lesquelles il ne se passe pas grand-chose, et puis des passages à l'acte très, très rapides, une impulsivité qui peut être souvent présente, et puis à nouveau un mot de pause après. Et ça, on sait que ça se passe comme ça chez les ados, parce que le cerveau de l'adolescent, il n'est pas complètement mature. Ce qui se passe jusque vers 13, 14, 15 ans, c'est que tout ce qui est réponse rapide, excitation, réflexe, réactivité immédiate va se développer très très fort. Les adolescents deviennent très performants, non seulement aux jeux électroniques, mais à beaucoup de stimulation rapide, puisque le cerveau se myélinise d'abord sur ces zones de l'activité impulsive, pointue, et par contre, la partie avant du cerveau qui sert un peu à freiner, à réfléchir, à pondérer, à faire un choix en disant est-ce que je choisis A ou B, est-ce que je réagis immédiatement ou est-ce que je freine ma réaction, et bien ça se termine seulement vers 20-25 ans. Donc il y a un décalage important entre l'adolescent qui est plein d'hormones, plein d'excitation et qui n'a pas encore tout à fait le frein au niveau mental dans son développement. Ce qui rend compte de ces aléas et de ces variations dans le développement. Alors, concrètement, pour les maladies chroniques, rhumatismales ou inflammatoires, qu'est-ce qui est différent de tout ça ? À la fois pas grand-chose et à la fois, déjà fondamentalement, l'image de soi, qu'elle soit physique ou psychique, la représentation de soi, quand on a une maladie chronique, eh bien, elle est souvent altérée. Elle est souvent altérée parce qu'il y a des choses qui sont visibles, des rétractions, des articulations déformées, mais aussi parce qu'on se sent différent, parce qu'on sait qu'on a une maladie chronique, parce qu'on sait qu'on doit prendre un traitement, parce qu'on sait qu'on est fatigué et qu'on a des douleurs. Et ça, c'est sûr que ça va être impactant très fortement pour les premières relations. Dans les maladies chroniques et inflammatoires en particulier, le retard pubertaire est fréquent, c'est-à-dire non seulement le corps ne fonctionne pas complètement comme celui des autres, et en plus on ne va pas démarrer au même moment, avec un risque de retard, de petite taille, d'excès de poids à cause des corticoïdes. Donc il y a toutes ces choses-là qui vont jouer à la fois sur le ressenti psychique et sur l'aspect du corps, et sur son fonctionnement, parce que les raideurs ou les douleurs limitent de fait l'activité. Donc,
pour l'acte sexuel, effectivement, la question se pose. Comment je fais avec pour pas caler au bout de 3 minutes en disant j'ai mal, je suis crevé. Comment on peut se détendre avant, prendre des antalgiques avant, commencer par un massage. Enfin, ça signifie beaucoup d'apprentissage réciproque avec son partenaire ou sa partenaire et pouvoir en parler. Je vais y revenir tout de suite parce que c'est finalement le leitmotiv de mon intervention, c'est que tous ces sujets doivent pouvoir se parler. La question, c'est de trouver les bons interlocuteurs. La contraception, je l'ai dit tout à l'heure, dans les maladies inflammatoires, il y a très peu de contre-indications. Les nouveaux traitements n'ont pas une contre-indication à la prise de pilules. La pilule œstroprogestative, qui sont les pilules les plus efficaces et les plus souples d'utilisation. Donc il n'y a pas de raison que les jeunes filles atteintes de maladies inflammatoires ou rhumatismales n'aient pas accès à ces traitements, hormis le lupus ou certaines maladies inflammatoires où il y a un risque de thrombose veineuse, enfin un risque thromboembolique veineux ou artériel. Mais donc ça représente une petite minorité. Donc il faut parler des différents moyens de contraception, que ce soit l'implant progestatif, le petit bâtonnet que les filles peuvent se faire poser dans le bras, le dispositif intra-utérin, le stérilet, et la pilule contraceptive avec une privilégiée œstroprogestative de façon à avoir pas d'effet secondaire. Le préservatif, ça reste le seul outil de protection des infections sexuellement transmissibles, et ça c'est quand même tout à fait nécessaire d'avoir cette protection, éventuellement une double protection, pilule plus progestatif, plus préservatif. Contraception, pourquoi pas faire des enfants, avoir des enfants? C'est une question que se posent tous les adolescents, et en particulier dans le cadre de la maladie chronique. Est-ce que je pourrais avoir des enfants plus tard? Est-ce que ces enfants risqueraient d'avoir ma maladie ou une pathologie annexe? Dans le cas des maladies auto-immunes inflammatoires, oui, il y a un terrain d'affection auto-immune et il y a plus de maladies auto-immunes dans les familles où il y a déjà des cas. Risque sur la fertilité, c'est des choses qu'on ne connaît pas encore très bien, mais on pense qu'il y a un certain nombre de maladies inflammatoires qui peuvent altérer la fertilité, les traitements ou l'inflammation elle-même. Et là, il faut que la médecine progresse pour pouvoir avoir des réponses plus précises. Donc, tout au long de ce topo, je crois que j'ai insisté vraiment sur la nécessité d'informer. Je pense que les pédiatres, les infirmières, les kinés, enfin tous les soignants devraient avoir comme ça une espèce de programme durant les années 12-18 ans où on aborde la question de la puberté, la question des changements du corps, la question de comment on se sent, la question de la sexualité comme une étape nouvelle du côté du plaisir et de la relation, mais pas que. Donc on pouvoir anticiper déjà aussi, avec un adolescent très douloureux ou avec des raideurs articulaires, pouvoir essayer d'imaginer avec lui comment les choses pourraient se passer de façon moins stressante, moins fatigante. Les parents ne sont pas le meilleur interlocuteur pour parler de la vie intime, mais les parents sont les meilleurs interlocuteurs pour savoir que leur enfant grandit, va devenir un adulte et va rentrer dans cette étape qui doit être très positive de la sexualité. Et donc les parents peuvent dire je sais que tu grandis, je sais qu'un jour va se poser la question de la sexualité, avec qui tu aimerais en parler? Est-ce que tu peux en parler avec ton médecin? Est-ce que tu veux plutôt aller dans les centres de planification familiale ou pas? Enfin, en tout cas, poser des jalons qui veulent dire on peut en parler, on doit en parler, il faut que tu trouves quelqu'un à qui en parler. Les copains sont généralement le premier interlocuteur auquel on en parle. Mais ce n'est pas forcément le meilleur. Et leurs informations ne sont pas forcément de première qualité. C'est comme sur les réseaux sociaux. On trouve plein d'informations tout à fait formidables sur les réseaux sociaux, et puis on trouve aussi des choses qui valent pas, qui valent rien. Dans le cadre des associations de patients, il peut y avoir des patients plus âgés qui ont réfléchi à la question et qui transmettent des informations ou des messages.
directement sur l'acte sexuel, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on refait, qu'est-ce qu'on réessaye, je crois que le plus important, c'est de réussir à en parler avec son partenaire amoureux, avec son partenaire sexuel. Et je suis étonné de voir que finalement, beaucoup de jeunes me disent « Non, mais je ne peux pas lui en parler, il va mal le prendre, il va penser que je ne suis pas à la hauteur. » Enfin, que même au sein du couple, enfin du partenaire sexuel, on ait ce manque de communication. Je pense qu'il faut vraiment... vous avez le droit, vous avez, je dirais même le devoir de choisir ce que vous voulez, comme vous voulez, et d'en parler avec votre partenaire pour que les choses soient acceptées des deux côtés. De notre côté, professionnels de santé, je l'ai dit, je le redis, je pense qu'on n'anticipe pas, on en parle trop tard. On commence à parler de sexualité à 17-18 ans, alors qu'il y a déjà 30% ou 40% des jeunes qui sont entrés dans la sexualité. Et donc il faut vraiment débuter à l'entrée au collège, où on évoque le fait que ça va changer, que les questions vont se poser, et puis on y revient au fur et à mesure du développement de la taille, de la puberté. Et puis ensuite, bien sûr qu'on ne peut pas être l'interlocuteur pour tout et parler de tout avec les patients, mais éventuellement leur recommander d'autres partenaires, d'autres professionnels, gynécologues, un autre médecin, pourquoi pas le kiné sur les positions, encore une fois, les sexologues qui peuvent être tout à fait utiles. Il y a des centres gratuits, anonymes pour tous les jeunes, d'information sur la sexualité et sur le dépistage des infections sexuellement transmissibles. Il faut s'en servir, bien sûr. Donc voilà, on a des progrès à faire, je dirais, tous les adultes autour des jeunes et sur cette question de la sexualité et des questions qui se posent autour chez les jeunes atteints d'une maladie chronique, les professionnels de santé, les parents, et puis vous, les jeunes, c'est-à-dire d'oser en parler avec le partenaire, d'oser interroger, imposer quelque chose qui soit respecté et qui est de votre différence.